Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à tous. Cette conférence, c'est une autre conférence parmi la série des conférences du CEDOC de l'Université Mohamed Ier à Oujda. Cette conférence sera animée par, cette fois-ci, pas un professeur, mais un professionnel. Il s'agit de M. Jamel Daou. Alors, M. Jamel Daou est un professionnel avec plus de 20 ans d'expérience en consulting et IT sales en Allemagne et ailleurs dans le monde. Il a occupé plusieurs postes comme gestionnaire de projet, gestionnaire de compte, consultant, etc. Et à travers sa présentation, il va en parler plus. Et Jamel est actuellement un Senior IT Sales Manager et consultant en Big Data Cloud Business Transformation. Jamel, tu m'entends? Oui, j'entends bien. Donc, bienvenue encore Merci. à la FICODA et à l'Université Mohamed Ier. Et à vous la parole. Merci beaucoup. Aussi, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour les amis. J'ai préparé cette petite entrevue sur le Big Data et l'innovation en langue anglaise. Mais j'ai constaté que, je veux dire, pour nous les Marocains ou pour tous les étudiants, les gens qui vivent au Maroc, le français l'est mieux apprécié, je crois, et c'est une langue qui est plus courante que l'anglais. Mais s'il y a des questions en anglais ou en allemand même, ou je veux dire en arabe, j'aurais pas je vais essayer de switcher entre les deux ou les trois langues, mais de préférence, on essaiera de faire le maximum avec le français. Comme le professeur Mustapha vient de présenter, j'ai une expérience, je veux dire, à l'international où on devait utiliser beaucoup de langues. Et là, je vais essayer de maintenir le cap du temps et le cap du contenu. Aujourd'hui, je vais pas parler sur un sujet qui est nouveau, mais on va parler d'un enchaînement qui déferle devant nos yeux à une vitesse vertigineuse. Et le rythme accéléré du changement dans notre société en ce moment, à la phase initiale du big data et de toutes ces innovations tout autour, et aussi on voit une croissance exponentielle dans le domaine des engins informatiques, hardware, software, et ceci nous mènera vers ce qu'on va voir dans cette présentation vite fait, la phase de singularité, pas celle de la singularité astronomique, mais la singularité informatique. Bon, j'étais plus consultant, c'est-à-dire j'avais l'interface avec nos clients que d'avoir le back-end technique, c'est-à-dire c'est moi qui essayais de voir ce qu'il y avait de besoin sur le marché et proposer des solutions, etc. Bon, on commence. Alors, notre contenu aujourd'hui, il va autour de ce créneau de Big Data et intelligence artificielle et ses écosystèmes. On parlera aussi de la value creation, c'est-à-dire value creation through Big Data and Artificial Intelligence. Et on va parler aussi sur les toolkits innovatifs du Big Data. Et peut-être à la fin, on parlera aussi sur les GAFAM, plus que le GAFA, GAFAM M, on ajoutera Microsoft aussi là-dessus dans ce grand, je veux dire, antagonisme entre les États-Unis et la Chine et les BATX. Et en fin de compte, bien sûr, on parlera du Maroc, en ce moment, le Big Data, et le futur de l'intelligence artificielle, le mot-clé, le buzzword, comme on dit, au Maroc. Bon, on voit que les grands leaders du monde, ils sont non conscients. Comme l'a dit Vladimir Poutine, le président russe, que le monde du Big Data changera tout. Ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle seront les maîtres du monde. Ainsi que les grands chercheurs qu'on a côtoyés, qu'on a connus, qu'on a entendus partout dans le monde, les grandes foires et les exhibitions et salons internationaux, ils ne parlent que ça. Le monde sera divisé dans les 10 années qui viennent entre ceux du côté du Big Data intelligence artificielle et ceux qui ne le sont pas.
Alors, Angela Merkel, la chancelière allemande, ici chez nous, il a parlé à la fin 2018 explicitement sur ce sujet-là, qu'on donnera tout ce qu'on a du côté matériel et financement pour être le numéro 1 mondial. C'est un grand défi de la part de l'Allemagne et je vois qu'ils sont non capables. Malgré qu'on aura d'autres paysages à voir à travers cette présentation un petit peu courte, mais on aura les grandes lignes pour savoir qui aura la main hausse. Le chef d'État français, Emmanuel Macron, en a ajouté aussi ce qu'il a jugé sur la République, que l'automatisation et l'intelligence artificielle mettent nos classes moyennes sous pression. C'est des mots qui valent beaucoup de choses si on les analyse bien. Si nous ne réussissons pas, si on ne réussissons pas à faire en sorte que les classes moyennes tirent bénéfice de ces technologies, à terme, elles se tourneront vers des solutions plus radicales dans les urnes. Ce sera un problème pour les démocraties, mais aussi pour la science ou la technologie moderne. Voilà quelques relevés sur les discours présidentiels des chefs d'État un peu éparpillés. On n'a pas assez de temps pour parler d'autres qui sont aussi intéressants. On parle au premier volet sur le big data et l'intelligence artificielle et ses écosystèmes. Bon, on voit l'avalanche, ou bien, je veux dire, comme je viens de dire, le rythme accéléré du changement et la croissance exponentielle du edge computing qu'on voit déferler devant nos yeux partout au monde, à la minute même. Il y a des études, il y a des recherches, il y a des sites, il y a des campus, des universités, des chercheurs, des penseurs, des politiciens qui sont autour de ça. À noter que l'Allemagne, il a donné un grand budget en 2018. Il a délibéré un grand budget juste pour l'AI. Et tout le monde, pas seulement les Allemands, mais tout le monde, ils sont welcome pour y prendre part dans ces recherches. Chacun qui a le bagage et qui a le langage et qui a, je veux dire, les atouts pour le faire, qu'on va voir tous les outils de base, il peut aller même en Allemagne ou dans une université ou dans des centres de recherche, dans des campus pour y travailler sans le bienvenu, comme des blue cards qu'on pourra peut-être plus tard, après la présentation, on en parler. On voit le 5G et l'IoT, c'est-à-dire Internet of Things, ou bien l'Internet des objets connectés et l'intelligence artificielle. Ces trois créneaux, ce sont eux le moteur de cette je veux dire, croissance exponentielle de la data. La 5G, c'est la technologie qui fait peur, mais c'est la technologie qui va accroître, je veux dire, beaucoup d'innovations dont on va parler, c'est-à-dire avec le réseau ultra rapide, avec la latence qui est très diminuée et aussi avec un network slicing. Comment on divisionne et on sectionne le réseau pour avoir plus de capacité. Ça pour les gens de télécom, par exemple. L'IoT, tout ce qu'on a, vous avez chacun des outils chez vous ou bien dans votre poche, et aussi bien sûr le smartphone. C'est l'ami qui nous quitte jamais, et ce sont des devices qui, je veux dire, avec les sensors bien sûr qui sont embêtés pour la télémétrie dans les voitures, dans les avions, dans toutes les machines, les robots, qui à la seconde, partout dans le monde, dans un créneau fermé d'internet qui rassemble des milliards de data et d'objets de data ou des données de data, des données de data, c'est le même terme, je veux dire en pétabytes, en exabytes, partout où on est. L'intelligence artificielle, c'est le cerveau de tout ça. Si la 5G, c'est la locomotive, l'IoT, c'est le fuel, c'est-à-dire c'est le carburant de la big data, alors l'AI, avec tous ces tools et tous ces équipements qu'on va voir dans cette présentation, c'est le cerveau de notre recherche ici. D'accord. On vient de voir cette slide ici. On passe à l'autre, par exemple, et on voit, si vous voulez, dans ce petit schéma, l'innovation qui nous transformera notre société. C'est-à-dire, si on voit ce qui se passe, dans le monde, on a 20 milliards en 2020 de
20 milliards d'objets connectés. Ça, c'est une estimation. Il y a des gens qui donnent jusqu'à 30 milliards d'objets connectés en ce moment où on parle. Et là, vous pouvez avoir une dissection, c'est-à-dire un breakdown de tous les objets qu'on utilise. Vous les connaissez tous. C'est une transformation qui va être gigantesque à travers les sensors qu'on a et les devices et les objets qu'on a à travers cette big data acquisition of data, à travers ces objets connectés et à travers bien sûr à travers le grand développement télécommunications. N'oublions pas une chose que j'aimerais aussi vous dire, que je suis un homme de télécom. C'est-à-dire 17 ans, j'ai travaillé dans le secteur de télécom. C'est là où cette histoire a commencé de le big data avec les data centers, avec les managed services pour les grands télécoms comme Maroc Télécom, France Télécom, etc. partout au monde. Alors, qu'est-ce qui nous aide à faire cette intelligence artificielle? Ce qu'on va voir, il va nous donner une force formidable à traiter ce qui est analytique et voir loin de ce qu'on fabrique, de ce qu'on utilise et de ce qu'on veut atteindre. Et il y a des secteurs, je veux dire, innovants qui sont très, très fondamentaux à utiliser l'intelligence artificielle. Là, on voit un cerveau, comme je viens de dire, on se dirige dans les 10 jusqu'à 15 années qui viennent vers la singularité. Qu'est-ce que c'est que la singularité? C'est pas celle de l'astronomie, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais la singularité, c'est un terme que les informaticiens dans la Silicon Valley ont donné à l'émergence, je veux dire, d'une intelligence artificielle à base de neurones silicium. Il y a le biologique DNA, ce qu'on a dans notre cerveau humain, vis-à-vis des neurones silicium qu'on fabrique nous-mêmes dans ces machines, qu'on apprend beaucoup de choses à faire automatiquement. Alors, on voit l'intelligence artificielle, c'est le game changer, c'est-à-dire le changeur de jeu. Le changeur de jeu, c'est-à-dire à l'axe de tout ce qui sera futur. Et là, avant que je fasse quoi que ce soit, je veux dire, vis-à-vis de nos étudiants, nos chercheurs, nos professeurs, nos penseurs, nos philosophes et nos sociologues, j'aimerais d'abord vous donner ces données-là avant de passer à quelque chose d'autre. La révolution se fait multiple sur plusieurs fronts en utilisant des technologies qui accroît chaque jour. On en voit par exemple dans les mémoires d'informatique, là où on va parler bien sûr du cloud, et on va parler aussi des techniques utilisant tous ces grands milliards ou cette vallée, ce tsunami que j'appelle un tsunami de données. On n'a pas besoin seulement de CPU, mais on a besoin de machines beaucoup plus efficaces et des unités centrales, je veux dire, comme les GPU, ou bien ce que Google vient de nous faire sortir de sa poche, c'est Google Quantic CPU. On aura des chances d'en parler, mais tout est présent, je veux dire, dans le marché mondial en ce moment. Le big data et l'intelligence artificielle, soi-disant, elle aspire le contenu que nous les humains, je continue. Tous les feedbacks qu'on donne à la minute sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, à la minute, à la seconde, et la fréquence et je veux dire la quantité avec laquelle se précise notre futur, on voit que notre monde, il change, notre société, elle change. À travers les composants que je viens de citer, la 5G, l'IoT et le big data, ou bien l'intelligence artificielle. On a des nouvelles trends, c'est-à-dire des nouveautés technologiques. Il s'agit d'une marée technologique comme l'augmented analytics. La technologie utilisant l'intelligence artificielle vers tout, comme on va voir sous peu, avec tous ces composants, le machine learning, le deep learning et l'automation, avec laquelle aujourd'hui la chose qui m'inspire au premier plan, c'est l'acquisition, c'est-à-dire les langues. On a des devices, les Japonais nous ont fait sortir un device qui te traduit les langues, je veux dire, à 48 langues simultanément. C'est quelque chose qui était impensable il y a 5-6 ans.
et l'automation qui va accroître avec les organisations qui vont utiliser leurs data lakes pour l'automation, des machines which will do most of the work without the need, c'est-à-dire des machines à qui on apprend des choses comme des bébés, et lorsqu'elles maturent, ils vont être automatisés, faire des choses à notre place. C'est comme on passe à la singularité, tout le monde échange avec. Le mot-clé ou le buzzword, le deuxième de l'analytics, on voit que le monde, il doit changer vers Jamal, Oui. Jamal. Bon, d'accord. On a parlé, je veux dire, des objets connectés. On a les 20 milliards d'objets connectés partout dans le monde et un marché de big data de 50 milliards d'USD en 2020. Et c'est exponentiel. On ne parle plus de linéaire, mais on reste exponentiel dans les volumes, sur les deux axes. Alors, ce que je vois pour moi, d'abord, chacun de nous ici, dans le monde, au Maroc, en France, en Allemagne, partout, chacun de nous, il doit se positionner vis-à-vis de ça. C'est-à-dire chacun doit avoir un but précis et chacun doit prendre son propre rôle qu'il voit à travers ses compétences, je veux dire sa compréhension de tous ces tous ces je veux dire ces outils et cette technologie moderne, de voir où est-ce qu'il peut contribuer. On joue plus à cache-cache, c'est-à-dire comme on voit dans le monde informatique, on va voir sous peu. Et chacun qui a quelque chose pour contribuer, il doit contribuer. Échanger pour faire agrandir le savoir universel. Là, on a des domaines que moi, personnellement, j'ai vu très importants. Medical science, la science, je veux dire, la science médicale, dans l'oncologie, la recherche contre le cancer. Ici, en Allemagne, on a les plus grands centres de recherche contre le cancer avec l'intelligence artificielle. Inimaginable. J'espère qu'on aura le temps ou bien on fera une autre session au futur, Inch'Allah, où on précisera sur le côté médical, par exemple. Le mobile health, c'est un secteur sur lequel j'étais l'un des pionniers il y a 10 ans, 11 ans de là. On en parlera plus tard si vous voulez. In vivo surgery, c'est-à-dire des opérations in vivo, je veux dire vis-à-vis des in vitro. Utilisant l'intelligence artificielle, c'est quelque chose, mes amis, qui est fondamental à connaître et à poursuivre. Le Scan Boost, ça je pourrais vous faire plus tard si vous voulez. C'est une nouveauté incroyable que j'adore. Je veux dire ce qu'on a. Covid-19, bien sûr, on doit faire référence à travers notre big data, innovation et intelligence artificielle au Covid-19, la pandémie universelle qui nous touche tous. L'orthodontie, c'est-à-dire c'est des métiers qui vont changer complètement et être remplacés par de nouveaux. Childcare, pre- and postnatal. Smart School, c'est quelque chose sur laquelle je travaille avec un groupe d'amis à Paris pour des pays comme le Maroc, etc. Les smart cities, smart campuses, les choses les plus importantes à savoir, mes amis, renewable energies and environment, home office bien sûr qui a été donné naissance surtout avec, je veux dire, l'impertinence du Covid-19 et la mobility bien sûr. Quand on parle des robotics, c'est un sujet à lui-même avec le sensorique et la technologie du AI. Le supply chain, bien sûr, sur lequel je suis. Là, on passe, mes amis, à une autre slide en parlant maintenant du cloud. Tout le monde sait le cloud, c'est la nouvelle, je veux dire, vague d'hébergement de bases de données, je veux dire, de masse gigantesque. Et c'est là qu'on commence à parler, je veux dire, de la business transformation. C'est-à-dire toutes les entités mondiales et même les gouvernements et même les secteurs privés, ils devraient faire le leap forward, c'est-à-dire faire ce saut en avant pour héberger toutes ces données pour, bien sûr, au premier plan, c'est pour avoir une meilleure utilisation, je veux dire, de ces données ou des données universelles qui pourraient traverser le cloud. C'est-à-dire, on parle ici de trois
différentes sortes de cloud. Il y a le cloud privé, le cloud public et le cloud hybride. D'accord? Et là, on voit des milliards de dollars qui sont investis dans la migration d'après les entités, les entreprises mondiales vers le cloud. Et les services offerts par le cloud les plus connus, j'espère que vous m'entendez tous, mes amis. Oui, ça va. On a le DaaS. Et le DaaS, c'est le Data as a Service. D'accord? C'est-à-dire, je suis client d'Oracle, c'est Oracle qui mettra, je veux dire, à ma disposition la data dont j'ai besoin à traiter et utiliser pour n'importe quelle fin, y compris l'intelligence artificielle. Le MLaaS, c'est un nouveau système qui n'est pas très connu par tout le monde, mais c'est un nouveau buzzword. Bien sûr, ML, c'est rien d'autre que la machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage à la machine ou l'apprentissage pour les machines, je veux dire, intelligentes, comme service. Et le SaaS, c'est le service le plus connu du cloud. C'est ce que j'utilise dans mon travail chaque jour, c'est Software as a Service. Je vous donne un login, je vous donne un password et vous avez accès à tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas à investir je veux dire, dans le hardware, software et aussi vous pouvez vous épargner votre équipe ou votre département informatique. Alors vous aurez tout bien ficelé et bien prêt juste à utiliser. Et l'IaaS, c'est toujours très, très utilisé en ce moment, surtout par les sociétés, je veux dire, qui ont besoin de beaucoup de tranches, je veux dire, de données, de bases de données, de big data et une infrastructure as a service. Je mets à votre disposition toute une plateforme, je veux dire informatique, vous n'avez qu'à choisir et utiliser pour vos analytics. Le PaaS, c'est une plateforme, bien sûr, comme service layer, je veux dire, c'est une autre plateforme à mettre sur votre infrastructure selon vos besoins, selon l'architecture dont vous avez besoin pour utiliser ce data. Chacun a ses propres moyens d'utiliser son data. Si par exemple, je ne veux pas utiliser le private cloud parce que j'ai peur à cause à cause des risques que je vais citer plus tard. Je pourrais rester avec un private cloud dans mes premises, c'est-à-dire je mets des firewalls après. Mais si je le fais public, ça c'est autre chose. Ou hybride, il y a des gens qui ont des trucs qui sont très sensibles et les gardent en public avant le firewall, etc., etc. Gartner, la société, je veux dire, de consulting mondiale, prédicte en 2019, ou bien c'est le passé, a prédit une dépense internationale globale de 3,2% l'année dernière, parce que cette année, on vient de commencer avec le Covid, tout était à bas. 3,2% vers 4 trillions de dollars juste pour le cloud. C'est-à-dire le cloud, on a environ un marché de 100 milliards de dollars. Alors qu'on est en train d'utiliser, pas seulement comme je viens de citer des CPU, mais des GPU, et même passer pour à des techniques quantiques comme Google. À droite, vous voyez sur le schéma, je vous ai mis les top sociétés mondiales. Numéro 1 pour moi, reste l'AWS, c'est Amazon. Ils ont une forêt partout. Je veux dire, ce sont les leaders mondiaux dans le SaaS, par exemple. D'accord? Il y a Google, Oracle, Microsoft Azure, bien sûr. Les deux premiers, c'est AWS, Microsoft et Google. C'est eux qui ont la part de lion, si vous voulez, suivi par Oracle, IBM et les autres. Et les autres, c'est infini, bien sûr. L'Allemagne aussi, il a beaucoup de sociétés de data centers et de cloud. Alors, Amazon, avec dans un marché de 100 milliards de dollars, il a les 33%, suivi par Azure, Google et les restes qu'on vous voyez dans le schéma d'en bas. J'espère que vous m'entendez tous. S'il y a quoi que ce soit, vous me faites arrêter. Si j'ai ma liste des 10 top cloud service providers, les fournisseurs cloud, je veux dire nuages, mondiaux, comme je viens de les citer avec leur part du marché, ils sont dépictés ici. À droite,
J'ai aussi pour vous, vous voyez un Allemand ici, le huitième rang, le SAP. C'est-à-dire ces sociétés, ils font beaucoup de choses comme Amazon, par exemple, et Microsoft. Cloud Computing Risk, ça, les risques, ils sont connus. Moi, j'ai peur pour vous donner mes données, pour les héberger chez vous, pour me donner ce service, et je paie pour eux, j'aurais peur pour le leakage d'informations et des brevets que j'ai et des licences que j'ai, etc., etc. Et s'il y a un accès qui n'est pas autorisé à mes trucs, alors vous savez, le monde est plein d'espions, on a peur. On a toujours peur dans beaucoup de secteurs du monde. Moi, je vois les Allemands, vous voyez la mentalité allemande, ils viennent doucement, très, très, très doucement. Mais s'ils viennent, ils viennent en, je veux dire, en grande dimension, en grande, je veux dire, envergure. On passe au deuxième volet qui est la value creation through big data. Alors, je pourrais pas compléter cette présentation sans parler de l'actuel Covid-19. Alors, je suis très heureux lorsque je vois partout dans le monde, il y a des gens qui sont acharnés, des informaticiens qui se mettent à l'œuvre pour utiliser leur savoir-faire et les technologies et les outils qu'on va voir à leur portée pour nous donner un schéma presque précis et au temps réel, mes amis. Real-time imagery, avec des sommes de data, ou je veux dire des portions de data inimaginables, je veux dire imprécédentes, avec toute l'edge computing qu'on a en ce moment, on peut traquer le Covid dans toutes ses formes, je veux dire de DNA et biologique. C'est ce qu'on appelle normalement la bioinformatics. D'accord, la bioinformatique, ça évolue beaucoup. Avec le big data, vous allez voir de très belles histoires. Avec l'accès à des tonnes, des millions, des exabytes, des pétabytes de spécimens ou bien de samples. Samples en français, les amis. Oh mon Dieu. C'est pas spécimen, mais je veux dire ce qui a été recherché partout dans le monde, il va être jeté dans ces bases de données, il va être revalorisé. Il y a 2 chercheurs au Canada qui ont fait le premier pas dans ce sens-là, et ils ont fait ce qu'on appelle un arbre, une arborescence, a tree. Et si vous aurez besoin, on en parlera plus tard, c'est très très impressionnant ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils ont tracé le développement depuis la Chine, depuis Wuhan jusqu'à maintenant, de l'arborescence génétique, le développement génétique par pays, par 4.0. Et voilà qu'on voit des innovations innombrables dans différents secteurs. On parle du médical, et on parle de la mobility, on parle de l'énergie, on parle de smart school, smart campus, smart city, and on parle big value creation. Le big data et l'intelligence artificielle, il nous livre des nouveautés ou des trends et des défis aussi en même temps. C'est-à-dire l'usine de machines, je veux dire, qui sont connectées et interconnectées comme une communauté qui collabore entre elles, il nous donnera, je veux dire, un résultat, un output, qui est la transparence, la productivité et l'innovation continue de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, on lance pas des produits comme ça sur le marché que personne n'en a besoin, mais on va, je veux dire, avoir une vue réelle et globale, une vue hélicoptère parlant des télécoms sur la compétitivité et le mainstream pour garder la stabilité économique et compétitive. C'est-à-dire on utilise l'analytics pour savoir exactement ce qu'a besoin notre client. Vous voyez aujourd'hui, vous avez un smartphone dans la main, vous avez dans une grande surface ou une zone commerciale, et votre téléphone, il ne cesse de vous envoyer, je veux dire, des trucs qu'il croit vous intéresser. Et par exemple, je veux dire, vous donnez aussi des prix, ce qu'on appelait dans les télécoms LBC, Location Based Commercial Marketing. Analytics, c'est l'outil le plus indispensable dans tout ça. L'analytics, c'est-à-dire prévoyez
et ce qui va prévoir, je veux dire, le comportement d'un client et comment l'inciter à acheter un tel ou tel produit à l'avance, pas comme aujourd'hui dans le digital marketing classique. Avoiding business and product leading to losses. C'est-à-dire, on va gagner du temps et on va gagner, je veux dire, notre compétitivité et on va résoudre beaucoup de complexité d'organisation et l'efficacité pour prédire de real time, le temps propice pour mettre un X produit Y sur le marché. Et voilà, l'edge computing, mes amis, c'est la chose la plus importante. Regardez, je veux dire, le développement exorbitant, comme je veux dire, qu'on voit dans le monde, la machine et l'outillage informatique qui évolue à une cadence exorbitante, parce qu'il y a tout simplement un marché du big data et de l'intelligence artificielle. Parlons un petit peu du pays où j'ai vécu maintenant, ça va faire 34 ans, je veux dire en août prochain que je suis là. L'Allemagne, veut être un leader et il est en train d'être l'un des forces puissantes, je veux dire, sur l'AI, l'intelligence artificielle. Lorsque je vois les campus universitaires chez nous ici, ça évolue beaucoup, ça évolue. Il y a des Marocains, il y a des Africains, il y a des Américains, il y a partout de toute la planète, des Chinois, des Japonais qui sont dans le même campus travailler sur la même base. Software and Embedded Intelligence, c'est quelque chose qui vient de l'industrie automobile, technologique, de Airbus, etc., avec la télémétrie et Embedded Articles et les logiciels utilisés qui ont été, je veux dire, mis à la disposition des chercheurs pour les adapter à l'intelligence artificielle avec le ML et le DL. Deep Learning, oui, c'est DL. Especially in a big industrial country like Germany, l'innovation pour tout le monde, de Merkel jusqu'au technicien informatique, je veux dire back-end engineer, c'est le même drapeau et le même flag, c'est-à-dire il faut être innovant si on veut rester compétitif et avoir la suprématie du futur avec l'intelligence artificielle. Le know-how allemand, on le connaît déjà, et pour maintenir le know-how, et aussi la Made in Germany. C'est une marque, comme on dit, déposée depuis très très longtemps, et une brand qu'on connaît tous, vu la qualité des trucs allemands. Sensor Controlled Machines, ça on le sait, je veux dire, dans une usine par exemple comme BMW ou Mercedes ou même Ford, Toyota ici chez nous en Allemagne, on voit les robots qui sont en train de faire un service incroyable. J'étais une fois chez Mercedes, on te fait un tour de la société, la moitié de la société était en robot. C'est-à-dire une voiture qui passe sur une chaîne jusqu'à être informatisée, jusqu'à la finalisée et mise dans le parking extérieur. L'industrie 4.0 propose Customer Oriented Services, c'est-à-dire tout va être au service du client et on est passé à un exemple de l'industrie et l'innovation dans le big data avec les Allemands. Ici en Allemagne, on a donné un grand budget, colosse, environ, je crois, 30 milliards pour les années qui viennent sur juste l'intelligence artificielle. On va y passer maintenant à cette slide, si vous la voyez tous, j'espère. On a de nouveaux termes qu'on utilise, par exemple, dans l'industrie 4.0, c'est la servitisation, c'est la production au service du client avec des pronostics monitoring system, c'est-à-dire la prédiction d'avance améliorée, même, je veux dire, avec une grande justesse, je veux dire, avec le logarithme qu'on met dans le machine learning et le deep learning, etc., qu'on va voir. Et puis aussi, quelque chose qui me retient, c'est la machine health prediction. À l'époque, je voyais dans les usines, lorsque des machines tombent ou des robots qui tombent en panne et toute la chaîne de production, il s'arrête. Mais là, on voit que les machines vont être, je veux dire, en mesure de se réparer elles-mêmes et de prédire même, je veux dire, la longévité de leur service, etc., sans changer quoi que ce soit. Et tout ça, il mènera bien sûr au cost cutting
et au time management qui va être réduit je veux dire, avec l'exponentiel qu'on voit dans le développement, il y aura des améliorations énormes pour le producteur et pour le client. Ici, une image, c'est pas sans cesse là dans la revue que je viens de lire. Et il y aura l'innovation de l'automotive parce qu'on voit une grande révolution ici en Allemagne, le pays automotive par excellence, qu'on fait ce que Mercedes est en train de faire avec Audi, avec toutes les autres, je veux dire, compagnies locales, même Porsche. J'ai vu juste hier, un film sur les nouveaux Porsche électriques, mais c'est incroyable. Made in Germany. Et là aussi, vous le verrez, il y aura des forums que vous pouvez voir sur YouTube partout. C'est excellent. J'adore, je veux dire, ces innovations du point dessin, du point technologie, du point AI surtout. Une voiture qui pourrait se conduire toute seule, mais de cette, je veux dire, taille comme ça, c'est incroyable. Self-aware and self-maintenance machines, on vient d'en parler, c'est-à-dire des machines qui sont conscientes de leur état. Je veux dire, technique et électronique, etc. Et je veux dire, ils peuvent aussi améliorer je veux dire, le côté maintenance et le côté, je veux dire, delivery. C'est-à-dire, il y aurait à travers ces embedded sensors et avec le 5G qu'on aura aussi avec une analytique ou bien c'est la science de prévoir à l'avance ce qui va se passer dans un système X et surtout avec le Cyber Physical System, CPS Framework. C'est rien d'autre que le système qu'on a bâti à base de logarithmes, c'est-à-dire à base je veux dire, de formules basiques, à commençant par le y est égal à ax plus b pour les mathématiciens là, et on voit, je veux dire, la courbe, je veux dire, best fit line pour le développement d'une création de machines ou bien de produits électroniques, technologiques ou, comme on dit, automotive. Numéro 3, on passe au Big Data Innovation. J'essaie d'accélérer au maximum pour être au temps. Big Data Innovation Toolkits. Les amis, vous êtes toujours conscients de ce petit écosystème qu'on a là, la data science. J'espère que tout le monde qui sera intéressé à ce créneau, je veux dire, de technologique, c'est-à-dire qu'il s'arme bien pour devenir ou bien un data scientist, un full stack manager ou de back-end, front-end, developer, architecte, etc. C'est ça le futur. Et là, vous pouvez pas seulement faire ce job, vous pouvez faire ce job-là et être au milieu de toutes ces innovations qui sont. Vous êtes informaticien dans votre bureau et on vous appelle dans un autre chantier pour développer avec eux l'intelligence artificielle pour n'importe quel secteur pharmacologique, je veux dire médical, smart campus. Du smart campus, c'est le sujet dont je voudrais vous parler dans une autre présentation, si Inch'Allah on aura l'occasion dans le futur, parce que c'est le futur, c'est les trends dont on a besoin dans les pays comme le Maroc, etc. Data science, on sait qu'est-ce que c'est la science de data, du big data, des fragmentations, etc. Utiliser le edge computing today avec l'artificial intelligence, le machine learning, deep learning et data analytics avec les exemples, on n'arrêtera pas, on en trouvera des millions d'exemples partout où on cherche. Là, il y a une richesse. Et là, c'est le noyau. C'est simple, mais c'est le noyau de l'intelligence artificielle. C'est la machine learning et aussi le deep learning. Et ça a commencé bien sûr en 1959. En 1956, il y a des penseurs qui se sont assis à table. Ils ont dit l'intelligence artificielle. Alors, ils se sont tout de suite rendus compte qu'il leur était pas possible de le faire parce qu'ils n'avaient pas les moyens technologiques et le savoir-faire pour le faire à l'époque. Alors, il y avait même un pilote français qui a créé un avion, je veux dire, à base d'un squelette de chauve-souris, mais il a travaillé, il a voltigé, mais il s'est écrasé parce qu'il n'avait pas les moyens de prévoir l'aérodynamique, etc., etc. Bon, l'artificial intelligence, l'intelligence artificielle avec le machine learning. Le mot base que vous deviez, bien sûr, tous savoir et connaître, c'est la machine learning. Ça, mes amis les mathématiciens,
mes amis les statisticiens et mes amis à base d'un logarithme, je veux dire avec je veux dire de variables logarithmiques, on essaye d'apprendre aux machines, à nos machines, d'avoir, je veux dire, des comportements à automatiques pour prévoir et pour nous décrire la courbe, je veux dire la meilleure courbe vers, je veux dire les choses qu'on devrait adapter dans un terrain X de développement ou bien de création. D'accord? Et là, la machine learning, c'est mathématiques spécifiques. Pour la classification, la régression linéaire, vous trouverez la régression linéaire, c'est le mot clé dans la machine learning, et le clustering, c'est-à-dire la classification, régression line, c'est-à-dire créer une régression line là où on veut être et s'adapter. C'est pas notre sujet aujourd'hui pour avoir tous ces en détail, mais peut-être qu'on aura ensemble un jour à parler juste de l'artificial intelligence et son évolution sur le terrain. Machine learning and data mining, ça a commencé avec le data mining, follow the relatively same process. Des algorithmes qui sont émis et je veux dire on nourrit une machine avec des bases de données quand on a du cloud. Et le cloud, c'est-à-dire, il a plusieurs sources dont on a parlé. Il y a les social media, il y a tous les bases de données des sensoriques qu'on produit, nous, humains, avec 20 milliards d'objets connectés et avec la 5G. On a à classifier la machine learning avec supervised, unsupervised, enforcement pour avoir le learning et pour avoir l'output et pour avoir la prédiction et pour avoir cette machine un jour à base de la nourrir comme ça et lui apprendre comme un bébé, justement comme un bébé, il va agir automatiquement et indépendamment des humains. C'est le sens. Là, je vous ai fait une dépiction, c'est-à-dire je vous reflète les algorithmes, je veux dire, qu'on utilise en ce moment pour la machine learning. On a le supervised, unsupervised, and reinforcement. C'est pas le sujet dont on parle aujourd'hui, mais c'est ça si on veut aller plus profondément in insights. Là, pourquoi j'ai mis cette slide ici, c'est pour vous dire que on a pris tout ce qui est cerveau humain et on a essayé de limiter. On a essayé de limiter les neurones, je veux dire biologiques, ADN biologique, pour avoir ces silicon neurons, ok, à base et on les nourrit avec la machine learning algorithms. Pour avoir le deep learning, c'est l'autre manche de la machine learning, mais avec plus de reconnaissance d'images, je veux dire plus sophistiquée. Et maintenant, on est arrivé avec Google et avec Facebook et avec IBM à avoir, je veux dire, d'autres espaces très très avancés pour le deep learning, qui font aussi qui compose notre, je veux dire, notre neurone silicium, c'est-à-dire en nous déplaçant du biologique vers la singularité où le biologique va rencontrer le silicium. Là, on voit ce que vous aimez peut-être tous. Je veux dire, justement aux informaticiens, aux développeurs et même aux codeurs, pourquoi pas, des full stack and back-end, et aux ingénieurs et data scientists. Voilà, les 10 langages, les 10 langages, je veux dire, de développement, de programmation et de coding, quand on est sur le marché, en cet instant où on parle. On a bien sûr, c'est le Python et le Java et le JavaScript. On verra d'autres, bien sûr, le MATLAB, si vous voyez ici en bas, mais aussi on crée des ADI avec des outils très très sophistiqués qui s'améliorent de jour en jour. On en parlera dans la slide, je crois, la prochaine slide. Non, dans l'autre sens. Voilà, mes amis. Là, j'invite tout le monde, informaticiens, et même ceux qui ne font pas le programming et le coding, ils sont invités à savoir sur ces outils-là dont on a besoin pour
pour justement notre big data et pour innover dans le big data, pour avoir un ML avancé avec de DL avancé vers l'intelligence artificielle. Pour moi, ce qui me plaît, je veux dire, à dire toujours et à encourager les gens à apprendre. Si vous n'avez pas au moins 3 de cette liste-là, alors il faut s'acharner. Ça ne tient pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas devenir des masters en 6 mois ou un an, mais vous aurez des connaissances de base. Vous pouvez coder, vous pouvez programmer, vous serez, je veux dire, vous vous sentez à l'aise. Et dans 3, 4, 5 ans, vous serez full stack engineer si vous le désirez. Et un full stack engineer, en Allemagne, en ce moment, il touche entre 100 000 et 180 000 euros par an. C'est quelque chose de vraiment efficace. Aux États-Unis, c'est presque la même chose. Ils sont derrière les Allemands. Et je veux dire, un full stack engineer, c'est-à-dire quelqu'un qui a tout ce schéma que je viens de déposer ici, qui le maîtrise bien. Pour le Spark 3.0, c'est le nouveau Spark d'Apache Hadoop. C'est un outil, c'est un outil qu'on utilise avec Python qui replace un petit peu le MapReduce qui devient qui recule en bas, en derrière, et le PySpark. Le PySpark, c'est le Python Spark, c'est une combinaison des deux. Et là, il y a des entités partout qui favorisent cette combinaison Spark et le PySpark. Le Java, vous devrez l'avoir. C'est un peu difficile, mais il faut l'apprendre. Mais au moins, si on n'a pas le Java, il faut avoir le JavaScript. Le Swift, c'est pour l'iOS et vous faites des API pour Apple. Et le SQL, c'est quelque chose dont vous avez besoin de maîtriser. Le SQL et le nouveau non-SQL aussi, Documentation Based. Ce sont des langages qu'on doit avoir avec le Python, bien sûr. Et Python, c'est simple. On peut l'apprendre. Dans 3, 4, 5 mois, vous pouvez, c'est selon vos compétences et le temps que vous y mettez. Et le Golang, c'est pour le Google. Kotlin aussi, Scala, c'est comme Python. Si vous avez Python, c'est bon. Vous n'avez pas besoin d'avoir le Scala parce que maintenant, tous les gens qui faisaient le Scala et le R, ils ont débarqué sur le Python et ils l'utilisent, je vais dire, à merveille. Le MATLAB, c'est pour les mathématiciens qui veulent dessiner et ils veulent faire des courbes et des mouvements là pour leurs courbes. Il est très, très efficace aussi et le nouveau MATLAB, pour les mathématiciens, c'est un outil indispensable. Le PHP aussi, même qui recule devant le Python, etc. Le Perl, c'est un autre langage qui nous utilise pour les vieux, la vieille génération, pour le MS-DOS, tous les données à base de .txt. Et le TensorFlow, ça, je parle de Programming Languages et des EDI. OK? Environment pour Développement Interfaces. Le TensorFlow, je ne sais pas si je l'ai écrit bien ici, je crois que c'est un mot. Bref, un Open Source Machine Learning Framework. OK? Vous l'utilisez avec Python, bien sûr, ou bien vous l'utilisez comme vous voulez. Moi, j'adore les gens qui sont polyvalents. Ils ont le Windows, ils ont le Mac, ils ont le Linux. Si vous avez ces trois-là avec 3 langages à travers ce que ça, vous êtes dedans, dans ce circuit, je veux dire, technologique moderne. Le GitHub, bien sûr, vous devez avoir, dès aujourd'hui, je parle bien sûr avec mes amis informaticiens, vous êtes notre élite. Le GitHub, vous devrez avoir, votre accès avec login, etc. pour jouir de toute cette communauté de 50 millions de développeurs qui vous parleront peut-être comme amis, qui vous aideront, qui vous donneront des astuces, etc. Le GitHub, c'est indispensable. Les data lakes, bien sûr, on fait des architectures à travers les data lakes partout au monde. C'est entre les databases, je veux dire, c'est le chemin qui nous relie du cloud jusqu'à l'output vers l'analytics et la artificial intelligence. PyCharm, vous devez l'avoir, mes amis, comme EDI, si vous voulez programmer avec PySpark ou bien l'Apache Spark 3.0. Et si vous utilisez le Scala, le Rust aussi, PyCharm vous aidera à devenir confortable. Vous vous sentez à l'aise. Comme on dit en marocain, Jupyter Notebook, of course you will use it. Vous devrez l'avoir aussi. Je vais vous donner une astuce pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui le connaissent, bravo. Databricks, c'est une école.
une nouvelle école. D'ailleurs, c'est un arabe, je crois, c'est un Syrien ou un Palestinien qui a fondé les fondements de l'intelligence, du travail sur l'intelligence artificielle, et maintenant qui est coté par tous les grands noms, Facebook, Google, AWS, etc. Et ils leur livrent chaque fois une nouveauté. Et c'est une boîte qui marche très, très bien. Bon, si vous avez des questions, bien sûr, plus tard, on en parlera. Vous devez, par exemple, tout simplement, sur Anaconda, vous pouvez trouver tout ce que je viens de vous dire. C'est un petit écosystème, c'est un petit supermarché gratos pour ceux qui veulent apprendre et approfondir leur. Vous aurez tous ces outils dont je vous ai parlé et tous ces langages, tous ces ADI sur l'Anaconda. L'Anaconda ou bien son petite fille ou petit-fils, le Conda, vous trouverez tout ce que vous voulez. Il est très populaire. Très, très populaire. Vous pouvez le télécharger dès ce soir si vous voulez, même sur votre CPU personnel. Le GitHub dont je vous ai parlé, vous pouvez, comme j'ai fait ici un petit exemple de moi, Hello World, vous pouvez écrire votre Jamal Dao, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là, vous mettez toutes les notions que vous avez appris de langage de programming sur le GitHub et vous rencontrez vos amis partout dans le monde. Ici, je vous ai fait refléter 4 exemples, par exemple des architectures, je veux dire de plateformes, de big data. Et c'est là qu'on voit différentes compagnies. Il y a Google, il y a Facebook, il y a les autres. Chacun, il utilise ses propres moyens de bord, plus les outils dont je viens de vous parler. Par exemple, vous voyez les grands champions d'AWS, d'Amazon, et ils ont de différentes plateformes à utiliser. Vous en verrez des centaines même. Ça dépend de quel service ils sont en train de vendre et à travers quelle plateforme et quel cloud service ils intègrent dans leur vente. Le but principal, bien sûr, reste avec ces Delta Lake Architectures, ces architectures Delta Lake ou Data Lakes, c'est d'avoir le maximum de gains et de revenus et de parts de marché, bien sûr. Ça, vous pouvez les trouver aussi en cherchant partout sur les... Là, on part à notre dernière, je crois, volet, c'est le GAFAM versus BATX. Là, c'est la guerre des étoiles et cela vous intéressera tout le monde. C'est là le Big Board. Il y a un penseur français que j'ai côtoyé à Paris une fois. Et il me disait, voilà, on va partager le monde, la planète, en 2 groupes. J'ai dit oui, oh oui, comment? J'ai dit avec ceux qui ont des écus élevés et ceux qui ont des écus bas. C'est-à-dire les intelligents et les non intelligents. C'est-à-dire ceux qui peuvent traiter du big data et de l'intelligence artificielle et ceux qui ne le sont pas. Parce qu'ils seront, il m'a dit, presque inutiles dans je veux dire, le paradigme nouveau du monde technologique. Bon, chacun ses pensées, chacun ses idées. Moi, je reste sur les miennes et avec vous, mes amis, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde entre BATX et GAFAM. GAFAM n'est rien d'autre que Google, Amazon, Facebook, quoi encore, et Microsoft et les autres, les BATX, les Chinois qui se réveillent, mais qui se réveillent à une cadence incroyable. Il faut juste voir, je veux dire, les développements vertigineux du camp chinois, c'est incroyable. Alibaba, par exemple, comme que je n'ai pas cité comme, je veux dire, cloud company, et ils utilisent la technologie la plus perfectionnée, je veux dire, du big data et de l'intelligence artificielle pour faire face aux GAFAM. Et là, vous avez une image en haut, c'est un peu comique. De ma part, je veux dire, c'est une vraie guerre, mais pas une guerre froide ni une guerre chaude, c'est une guerre technologique. Et vous pouvez avoir accès à ce monde-là quand vous le voulez, une fois vous êtes bien, je veux dire, équipé. Les gens là que vous voyez, c'est les gens à qui appartiennent ces compagnies. Du pont chinois, vous avez Alibaba, Tencent, Xiaomi qui faisait des téléphones et maintenant il embarque dans l'intelligence artificielle. Et avec la 5G, ce qu'on voit en Chine, suivez les docs sur la Chine et vous verrez ce que l'intelligence artificielle déjà en ce moment avec la 5G de Huawei est en train de faire. C'est pour cela qu'on veut stopper Huawei, on ne le laisse pas se divertir. Moi, si vous voulez, sur mon CV, j'ai été consultant chez Huawei à Dubaï et à Abu Dhabi il y a quelques années. Et ce qu'ils m'ont dit à l'époque, peut-être un jour je pourrais vous le dire aussi, c'est l'imaginable.
Alors, BATX, c'est là, à la minute, les amis, ce qu'on produit de data chaque minute. Facebook, Google, etc., Netflix, Tinder, qu'est-ce qu'ils ont ici, LinkedIn, etc., etc., du point du GAFA. GAFA, vous ajoutez un lien pour Microsoft ici. Et pour le BATX, là, vous voyez, lorsque vous aurez ces slides aux yeux, vous pouvez voir ce qu'ils ont. Ou vous faites sur Google, vous allez sur Google, vous êtes BATX versus GAFAM et vous aurez toute l'information inutile d'élaborer. Et le dernier chapitre, mes amis, c'est le chapitre qui me tient à cœur. Aujourd'hui, c'est le Big Data et le futur dans une société, dans un pays comme le nôtre, le Maroc. Insight and Game Changer, une vue profonde, pré-analytique et une vue, je veux dire, de base. Qu'est-ce qu'il y aura dans les années qui viennent? Dans 5 ans, la prévalence de full stack engineers, c'est pour cela que je vous dis, si on essaye de voir des campus, je veux dire smart, intelligents dans nos universités, dans nos écoles et dans nos pays, là, les data scientists pourront surgir un jour pour traiter les tétaexabytes de data qu'on aura tous les jours, bien sûr. Et là, il y a bien sûr une stratégie que l'Allemagne a déposée, même tous les Suédois, les Britanniques, les Américains et les Chinois. Et c'est-à-dire, c'est vous le futur, c'est les étudiants, c'est les chercheurs et c'est les gens surtout qui lisent beaucoup. Big Data Market Pronostics in Morocco. Bon, ces pronostics, c'est d'après moi, d'après ce que moi j'ai envisagé. Ils pourront être à 50% vrai, à 100%, ou bien approximativement de ce qui se passe dans un pays comme le nôtre, avec le booming de l'IoT, l'Internet of Things, l'Internet des choses, et la pénétration de 5G dans le futur, je ne sais pas comment ça va être, si ça va être comme le 4G, le Maroc est l'un des pays africains le plus avancé dans le domaine télécom. Comme personne de télécom, je sais de quoi je parle. Le Big Data Analytics, ce sera l'outil le plus utilisé et ça dépend de vous aussi, les chercheurs de demain du Maroc sur cette technologie moderne qui est l'intelligence artificielle. Comment ça va être le paysage chez nous? Starting with hybrid cloud, bon, bien sûr, les sociétés sont censées, ou bien marocaines ou celles qui investissent au Maroc, seront censées de minimiser leurs coûts, leurs capex et opex en utilisant les data analytics, de savoir exactement ce qu'on fournit dans l'automotive, dans tous les secteurs de technologie de demain. Et je veux dire, des présages pour le Maroc qui sont positifs après le Covid. J'espère qu'on restera bien attaché et apprendre ce qui est, je veux dire, très, très utile dans cette technologie moderne avec le 5G qui va nous surgir et nous aider, par exemple, à booster les innovations locales dans nos universités. C'est dans les universités, les campus intelligents qu'on pourrait réaliser ça avec des sociétés qui seront à donner tout ce qu'ils peuvent pour améliorer leur future reach, des innovations, des trucs fintech par exemple dans le secteur financier et le financial innovations. Le blockchain Ethereum, c'est un sujet que j'aimerais traiter un jour en présentation pour nos amis au Maroc, en plénière ou bien, je veux dire comme ça en vidéo. C'est quelque chose c'est un paradigme, change dans le financial et on aimerait bien en parler. Satoshi Nakamoto, peut-être vous en avez parlé, c'est une personne fictive. On n'a pas encore su qui est derrière cette photo-là en bas. Satoshi est là, on dit que c'est un japonais. Mais en haut, on vient de voir que Adam Back, ce monsieur en haut, pourrait être le créateur du vrai blockchain et pas le Satoshi Nakamoto. L'écosystème BTC, c'est notre futur thème au sujet, si vous voulez, on en passera. Je suis prêt à donner des trucs là-dessus. C'est un peu farfelu, un peu ambigu, un peu pas clair, mais on pourra en parler. L'intelligence artificielle, il provoquera la disruption des secteurs économiques innovants majeurs, bien sûr, mondialement. C'est ce qu'on voit dans l'automotive, c'est ce qu'on voit, je veux dire, dans les smart villages, smart cities, les smart campuses. Et Oujda,
as a city, as I know it, for example, needs to get involved and prepared in data science and AI from scratch. Of course, we have minds and we have students and we have researchers who can contribute to that. Dans le domaine utile, qui est le healthcare, le médical, e-health, c'est le domaine sur lequel j'ai travaillé pendant 12 ans maintenant. Et on a les atouts pour Oujda, par exemple, on a une cité universitaire médicale et on a un CHU aussi présent et des étudiants qui sont avides à se lancer pour le défi. On a aussi un grand port qui se décerne à Nador. On a le harbor, le smart harbor, le port intelligent qu'on pourrait aussi développer. Pour les gens qui m'entendent aujourd'hui, ils pourront se lancer pour ces projets. Il y en a des projets par exemple de supply chain pour le maritime qui devrait être innové, et c'est un domaine que je maîtrise, dans lequel je travaille aussi avec le air freight. On dessert en ce moment 125 compagnies aériennes à travers Citachamp, le groupe pour qui je travaille pendant quelques temps. Et ça, c'est aussi dans l'AI et l'analytics. Last but not least, le Smart School. C'est quelque chose qu'on a vu à travers le Covid qui est très, très utile, mes amis. Et c'est quelque chose que chacun de vous pourrait présenter une maquette ou présenter, je veux dire, un futur projet, pourquoi pas. Et il faut s'entraider, on a l'open source resources, les ressources open source qui sont partout dans le monde. Il faut juste s'y mettre et donner le temps qu'il faut. Business and finance, of course, on en a besoin au Maroc, et la data security. C'est un thème qui a besoin peut-être de 2, 3 ou 4 mois de présentation pour endiguer, je veux dire, les mots-clés et les choses les plus primordiales. Industrie 4.0 et la production of a hub in Oujda. Why not? We can do that. Foreign investor companies, j'ai pensé à l'Allemagne au premier plan. Il y a des trucs avec l'Allemagne. J'ai fait une présentation à Hassan II à Casablanca sur ce thème-là. Peut-être un jour, je pourrais la faire au Oujda, Inch'Allah, pourquoi pas, avec grand plaisir. De plus, les entreprises pourront également bénéficier aussi de ces formations de Smart Grid dans l'environnement, dans l'enseignement, dans les fintech, etc., etc., etc. Trouver les entreprises à travers des programmes de coopération en Allemagne. Je suis prêt à coopérer sur ce sujet-là, sur ce volet-là. La France, par exemple, l'USA. Moi, je préfère l'Allemagne. Ils sont bien armés pour ça. Ils ont besoin aussi des gens qui collaborent pour ça. Pour avoir une incubation de projets win-win, bien sûr. Chacun de nous pourrait avoir un projet lui-même, le faire incuber et avoir des brevets pour le futur. Les mathématiciens, chères mathématiciennes et mathématiciens, les data scientists aux atouts mathématiques seront plus que jamais demandés pour les appels au big chantier. On en cherche chaque jour, mes amis. Allez au boulot, je vous dis. Et là, je parle ici d'un campus intelligent. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et je vois, pourquoi pas, dans les 3, 4, 5 ans d'Oujda, un campus qui est bien établi. Vous êtes là, et c'est la chose la plus importante. Pour l'outillage, on s'en fout. On a ce qu'il faut, c'est les brains. Dans sa conception, dans sa réflexion et aussi dans sa mise en œuvre, on aura une transition énergétique numérique d'environnement, et c'est un écosystème qu'on devrait bâtir autour de notre université pour avoir l'incubation à l'international même, pas seulement à la nationale. C'est comme font les hindous. Les Indiens, ils ont commencé comme ça. Ils ont commencé dans leur village, chez eux. Et regardez où les Indiens ils sont chez Google les premiers, chez Facebook, chez Microsoft, et ils ont envahi le monde. Chez nous, on pourra le faire. On a, je veux dire, des gens comme vous qui pourraient améliorer l'impact de toutes nos universités et instituts supérieurs. Voilà, mes amis, Open Data and Big Data. Open Data, bien sûr. Maintenant, on parle pas du Big Data seulement, mais l'Open Data, c'est-à-dire à notre service, il y a une marée, je veux dire un tsunami de data qu'on pourrait utiliser sans licence et sans payer même pas un cent. Et vous aurez, je veux dire, la chance et la liberté de contribuer pour adopter tous les outils et les écosystèmes dont on a parlé, je veux dire, du big data et de l'intelligence artificielle. Excusez-moi, la vélocité dont je parle, une offre très vaste et gigantesque à l'œuvre, open source, chacun peut s'armer. Et en s'armant, il faut chercher et lire et avoir des
1000, 2000, 3000 heures d'apprentissage de langage et je veux dire, et de secrets derrière cette technologie qui va changer le monde, changer notre façon de vivre et notre façon d'appréhender le futur. Ici, je vous donne Databricks, Udemy, Fraunhofer Institute en Allemagne, YouTube, bien sûr, des milliers d'œuvres, des milliers d'œuvres. Parfois, c'est des chefs-d'œuvre même, et Eurodeka, par exemple, là, vous pourrez apprendre beaucoup de choses. Mes amis, pour l'Allemagne, si quelqu'un est intéressé, il pourrait me contacter. Monsieur Mustafa, il a mes coordonnées, je vous les donnerai aussi. Si quelqu'un veut faire son doctorat, post-doctorat des recherches en Allemagne ou avec l'Allemagne, je serai présent. نساعد أي واحد بغى هادشي على الراس والعين. Ici, خليت لكم واحد le link. Je vous ai laissé some useful links and libraries. C'est une grande richesse. Je pourrais avoir des pages et des pages, etc. Et voilà, je vous dis merci. Merci, Monsieur Jamel, pour cette présentation très riche et qui fait donc le tour de différentes technologies qui sont en émergence et qui sont aussi en intersection, à savoir donc 5G, AI, Big Data, Cloud Computing, Fog Computing, Edge Computing, Internet of Things, et différentes technologies encore. Et merci pour cette présentation. Et au nom du CEDOC et de tous les présents, donc je vous remercie chaleureusement. Merci. Maintenant, Merci à vous. on va passer maintenant aux questions. Alors, j'ai relevé donc des questions du chat. Déjà, donc, les présents donc, les ont posées. Donc, je vais partager. Donc, je vous prie d'arrêter votre partage et je partage avec vous donc les questions. Comme ça, vous allez les lire une par une et répondre. Ok, je me lance au défi. Ah oui, en tout cas, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, mais on peut donc, si tu veux, donc, tu peux répondre à certaines, et puis donc tu peux répondre après dans un PDF qu'on va partager aux autres questions. De toute façon, Avec plaisir. on va vous donner le chat, etc. Vous me voyez là? Oui, ça va venir, je suppose. Alors, vous voyez les questions? Ok, mais pour gagner du temps, je vais te lire les questions. D'accord, c'est mieux. Je crois qu'on pourra. Ah, je les vois maintenant. Je les vois. Kamel, donc la première question, en fait, je m'excuse, Kamel. En fait, je trouve pas ta question. Je l'avais déjà vue, mais bon, je l'ai résumée avec ça. Donc, la première question, en fait, c'est plus de texte. En fait, c'est à propos de l'investissement sur l'IA en Afrique. Bon, l'Afrique, pour moi, ça devient quelque chose de très, très, très impressionnant. C'est une tabula rasa. Il a les Américains, les Chinois, les Allemands et les Américains. Ils sont acharnés d'avoir le grand morceau de gâteau pour l'Afrique. L'Afrique, on dit toujours, c'est une terre vierge pour les innovations du futur, etc., etc. Et on essaie d'y sauter dessus pour implanter leur campus dont on est en train de parler. Et je vois le trend depuis l'Allemagne. Si l'Allemagne il décide quelque chose, pour moi c'est quelque chose de très sérieux. Ils prennent les choses au sérieux. Ils veulent faire le tout pour avoir ce qu'on est en train de faire du Maroc, les liens sud-sud. Eux, ils vont faire le nord-sud, c'est-à-dire il faut pas négliger l'Afrique. L'Afrique, c'est un Eldorado du futur. Est-ce que je pourrais dire, tout ce qui est possible sur le continent européen, américain et chinois, on pourrait le réaliser en Afrique. Et on a aussi des têtes, on a des cerveaux qui sont en train de se déferler, sur l'écran. Bonjour.
Je peux lire la deuxième? Oui, vas-y maintenant. Merci beaucoup pour être présent avec moi, mes amis. Le marché du Big Data traite une personne comme une machine dont on peut s'attendre à un comportement et à des choix. C'est effrayant, ma question est de savoir comment protéger les gens de la pénétration. Oh là là, ça c'est la chose qui me passe à travers la tête si je suis éveillé ou si je suis endormi. C'est une question qui hante tout le monde et toute la planète, si je vois bien ta question là. Alors, mes amis, je vous incite ou je vous invite à voir un film qui s'appelle M, un film qui est très connu, je crois M Technica. C'est ce qu'on fait. On est en train, je veux dire, on est en train d'améliorer cette technologie et travailler là-dessus. Elle va prendre la relève un jour. J'ai pas fini encore de lire toute la question. Un exemple de ceci, ce qui se passé à les élections américaines et britanniques au coup de... Ah là là, ça c'est un sujet de doctorat, monsieur. Il nous faut beaucoup de temps pour répondre à tout ça, mais j'aime cette question. Et il n'y a pas d'astuce à remédier quoi que ce soit pour les élections américaines, on s'en fout de toute façon. Mais ce qui nous intéresse, c'est pour nous de savoir comment ce qui se passe en ce moment dans le monde, tous les chefs d'État, Poutine, Merkel, l'Américain, les Chinois et tout, ils se sont assis à table pour avoir un standard politique avant qu'il soit technologique. On a vu le GAFAM contre le BATX, c'est une guerre technologique acharnée, plus que l'atomique et le nucléaire. Et ce qu'ils sont en train de faire, s'ils peuvent s'asseoir à une table et tisser un tableau politique pour des décisions, comment protéger le futur et poser des standards, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de standard. Chacun est en train de développer ce qu'il veut, vous savez coder, vous savez développer, vous faites ce que vous voulez. Et vous êtes sur GitHub, par exemple, sur un open source qui peut se développer, le Hadoop d'Apache est un open source, vous avez tout ce qu'il faut pour développer des robots de demain. Mais est-ce qu'ils seront utiles? J'ai dit au début, si vous m'avez entendu, aussi si vous étiez là, mesdames et messieurs, il faut qu'on soit conscient qu'on doit avoir un but devant nous. Si on n'a pas un but, on laisse tomber ça. Il faut chacun de nous, il sait ce qu'il peut faire et jouer son rôle pour le bien de l'humanité et pour le bien de la technologie et de la science. Parce que bien sûr, comme le dit monsieur, il y a des dangers, de grands dangers, et ça c'est le sujet de notre présentation en septembre si vous voulez. Nada El Amraoui, il demande là qui agit indépendamment des humains, ce n'est pas dangereux. La machine peut-elle se révolter contre l'être humain? Il faut savoir les choses. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour faire une présentation sur l'intelligence artificielle sur le domaine médical que j'aimerais tant vous le présenter. Slide par slide. J'ai 75 slides juste pour le scanner. Et là, on aura besoin peut-être toute une journée pour déferler ça. Nada, il faut parler des avantages qu'on aura d'abord, mais les risques et tout ça, c'est aux politiciens de les gérer. D'accord? Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir, je veux dire, l'outil pour connaître, comprendre et se mêler de ça. L'acquis indépendamment des humains, ce n'est pas dangereux. D'accord, on parlera, c'est un sujet très vaste aussi. Kamal, qu'on peut parler de date, de péremption d'un agent intelligent. Bon, ça dépend. Les humains, ils tirent toujours les ficelles. Je veux dire, c'est eux qui commandent. Vous avez bâti un algorithme mathématique et vous l'avez multiplié par l'exponentielle et c'est lui qui fait l'automation dans la tête de ce robot, de cette machine ou bien de cet engin. Je ne sais pas de quelle nature et de quel genre, offensif ou bien paisible. Et là, c'est à nous de voir un écosystème mondial, à l'échelle mondiale, où on peut avoir toujours le contrôle. Sinon, there is no limit but the sky. Il y a toujours des dérapages et c'est pas le sujet d'aujourd'hui qui va nous le décrire. Il nous faut beaucoup de temps, mon frère. Alors, il y a des questions? Oui, suite. Bon, attendez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une notion de générale comme c'est le cas pour les télécoms? Oui, la standardisation des télécoms dont j'ai travaillé 17 ans dans les télécoms avec Ericsson, Huawei, il se fait à Genève, dans l'UAT.
de télécom, l'Institut universel de télécom à Genève. Et là, on a mis des standards pour chaque innovation. Qu'est-ce que c'est que l'innovation? D'abord, mes amis, dont on parlera dans un campus intelligent, c'est que si vous parvenez à développer n'importe quoi dans les télécoms ou bien dans l'IT, vous serez susceptible d'avoir une licence, c'est-à-dire un brevet propre à vous. Ça, c'est le nouveau qanoun, la loi. C'est la nouvelle loi pour ces innovations. Et là, ce que vous me dites, il y aura, on parle avec les politiciens, c'est eux qui décideront de faire des organismes pour la big data et l'intelligence artificielle. Sinon, on verra par exemple des villes, smart cities, avec une mobilité sans chauffeur et sans des bus, des camions, des voitures, mais il faut une standardisation. Ça, c'est un sujet très vaste. On en parlera peut-être dans une autre chance. Quelles sont les utilités de TensorFlow? Les TensorFlow, ils te donnent le confort dans une ADI pour utiliser tout ce écosystème de langage et de pandas pour te faciliter la tâche de développer ou de créer des API. Alors, la question ira chez les full stack, end stack et engineers qui pourront te répondre sur GitHub. Tu utilises GitHub et tu auras toutes les réponses à ces trucs comme ça. Nada, il a un autre conseil. Le Maroc peut faire face à cette révolte technologique comme Attendez, le reste de la question. Et le Maroc peut faire à cette révolte technologique comme l'Empire chinois. Le Maroc, c'est un petit pays à 44 millions, soi-disant, de gens, mais on a des brains, on a des cerveaux au Maroc aussi. On peut pas parodier la Chine dans sa force et dans son leap forward. Il y a quand même un respect qu'on doit respecter, je veux dire, le géant chinois, avec tout ce qu'il a en ce moment. On est très, très loin derrière, mais on a la chance. Ça, c'est un sujet que j'aimerais en parler, que le Maroc après Covid, ou post-Covid, si on s'en tire bien, il y aura des chances pour le Maroc sur le plan géopolitique, pour les investissements extérieurs, etc. Comme la Noaco, mon frère, pensez-vous que la 5G pourrait enfin faire sa place malgré les critiques Oh, les critiques, il y en a toujours. On a critiqué même l'homme qui a fabriqué le premier avion et on a dit c'est un fou. À chaque fois, la 5G, moi, c'est mon domaine de travail. On a parlé de tous les risques de la 5G, tout ça. Pour moi, c'est pas le sujet. J'aurais pas peut-être le droit d'en parler parce que c'est trop vaste et trop long. Je pourrais ni dire oui ou non parce que ou bien pour la 5G, c'est une technologie moderne et là, c'est grand risque et là, c'est avantages. Les avantages selon le thème qu'on discute aujourd'hui. On en parlera, si vous voulez, en septembre ou en octobre à Oujda, si je serai présent, Inch'Allah. Alors, il y a des questions pour un acheteur débutant. Pardon. Ferial, pour un chercheur débutant, vous le conseillez par quoi commencer pour mettre ses premiers pas dans la recherche scientifique en implémentant l'intelligence artificielle. Je viens de le dire si vous étiez là, Feriel, c'est-à-dire commencer par l'écosystème et les tools et les programming languages et lire. Il y a des bouquins que j'ai pas déferlés aujourd'hui sur le schéma, mais il y a beaucoup de bouquins et avoir des forums scientifiques partout dans le monde et s'enrichir. Il faut utiliser son temps. وانا نقولها لكم بالعربيه بالمغربيه انا النهار الا ما كانش فيه 75 ساعه راه ما يقدنيش اليوم فيه 24 ساعه جو سوي devenu très pauvre de temps le temps ولا الله يحفظ مع الله يستر il faut lire il faut utiliser بدي بواحد لو بيتي لونغاج بدي بواحد البيتي كي سميتو فواحد الفوروم حل ديال تاع الجيت هاب وبديت تعلمي الكودينغ راه ساهل الديفلوبمون راه ساهل 3 mois 6 mois ان شاء الله tu trouveras ta place. Je vois plus de questions. Oui, on va se limiter à ce nombre de questions. Je vérifie après. Donc, s'il y a d'autres questions sur le chat, je vais les partager avec toi. Et puis, donc, les réponses, on va les déposer sur le site du CEDOC. Avec plaisir. D'accord. Donc, sur ce, donc, tu veux rajouter un dernier mot, si jamais? Oui, mon dernier mot, c'est ça provient du cœur. Et j'espère, I think,
And I can talk to you in 3-4 languages for the ones who don't speak French and don't speak Arabic. They are welcome as well, to communicate with me via Mr. Mustafa Azizi, and I can answer all your questions, of course. Je vous invite tous à créer un créneau pour l'université d'Oujda et pour d'autres universités du Maroc, à penser au campus universitaire intelligent pour y mettre part, c'est-à-dire à partager avec tout le monde au Maroc pour le développement technologique de demain. Parce que demain, je vais vous dire une chose, il n'y aura pas beaucoup de choix. Ou bien vous êtes sur ce créneau, ou bien vous êtes dehors. Merci beaucoup. D'accord, merci chaleureusement, cher Jamel, pour cette présentation et aux réponses aux différentes questions posées par les présents, que ce soit des doctorants, des enseignants. Et j'espère que ce n'est pas la dernière présentation, mais c'est la première qui va donner suite Inch'Allah. à votre présentation. Avec grand plaisir. Et au nom de toute l'université, je te remercie. Et puis donc, bienvenue donc je sais que Oujda, c'est ta ville natale, mais bienvenue à l'université aussi. Donc, j'aimerais bien. Passez-moi le bonjour à Oujda. Et à tout le monde qui est présent ici, merci beaucoup. D'accord, merci à tout le monde. Et merci aux doctorants. Je précise que pour ceux qui sont très intéressés à la documentation sur l'intelligence artificielle, donc ils peuvent aussi donc m'envoyer des emails à propos de ça. Je peux partager avec vous des livres, etc., dépendamment. Je précise ceux qui sont en recherche. Je sais qu'il y a pas mal de livres en PDF qui sont disponibles sur Internet, mais si jamais il y a certains qui n'arrivent pas donc à les avoir, donc je pourrais donc le faire donc pour vous et partager avec vous un certain nombre de livres. Donc merci à vous tous et on va arrêter donc ce webinaire à ce temps-là et donc je vous donne et puis au nom de CEDOC je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine avec un autre webinaire et bonne journée à tous et merci encore cher Jamel. Merci beaucoup, au revoir mes amis, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, très bien. Merci infiniment. Merci, monsieur, madame. Merci beaucoup.